Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle vidéo du magazine Programmé. Nous avons le plaisir d'être aujourd'hui à la journée Marque Logique qui se déroule pour la première fois à Paris. Nous accueillons avec plaisir Mathieu. Bonjour à toi. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes ? Bien sûr, donc Mathieu Jonglet, VP Technologie chez Progress, avant ça chez Marque Logique et c'est Smart Logic, donc background en search, en sémantique, en classification, en base de données. Et j'ai la chance d'avoir les équipes Product Management et Engineering pour Marque Logique et Semaphore. D'accord. Alors, on peut aussi rappeler en quelques mots que c'est un éditeur qui a été racheté par Progress il y a maintenant 1 an. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit comment ça s'intègre un petit peu dans l'écosystème de Progress, parce que Progress Software, c'est un ensemble d'outils. Bon, on a effectivement OpenEdge, c'est le flagship qu'on connaît tous, en principe. On a la partie des composants avec les solutions de Telerik, voilà, et qui ne font pas que du .NET. Merci de me l'avoir précisé en off. Et Marque Logique, c'est vraiment très orienté données. Tout à fait. D'un autre côté, OpenEdge, c'est déjà de la donnée, DataDirect, c'est de la donnée, Corticon, c'est de la donnée. Donc c'est vraiment un mariage qui s'est fait pour une raison de complémentarité. On se retrouve avec une plateforme de traitement de la donnée qui est vraiment intéressante, qui part du domaine relationnel avec OpenEdge, de l'acquisition, de l'ingestion des données avec DataDirect, des règles de business avec Corticon. On rajoute les règles sémantiques, l'analyse sémantique, le NLP avec Semaphore, et maintenant la base de données multimodèle avec Marque Logique. Donc ça nous donne vraiment une plateforme de données complète qui nous permet de faire de l'intégration, qui nous permet de faire du data mesh, du data fabric, du data hub, et avec Telerik justement, et les composants de la division DX, de faire la représentation de l'exploitation des données. Donc on a créé depuis l'intégration, depuis l'acquisition, des nouvelles gammes de produits pour permettre aux développeurs de travailler avec Marque Logique et de créer des applications sur Marque Logique beaucoup plus rapidement. Donc on sent déjà les synergies. Donc on avait une synergie culturelle au moment de l'intégration, on a une synergie produit qui accélère vraiment depuis 1 an. D'accord. Si on devait comparer à d'autres solutions ou d'autres éditeurs du marché, naturellement, tu citerais qui pour qu'on puisse bien te positionner? Excellente question. On la pose souvent, et une réponse... Bon, allez, je vais la faire. J'ai 2 concurrents. Ferrien et Bricolage. Malheureusement, dans la donnée, dans le secteur de la donnée, Ferrien est beaucoup trop souvent la solution par défaut. Au sens où c'est vrai qu'il y a des solutions techniques, elles ne sont pas forcément très simples, mais même si on fait la partie plomberie, la partie assemblage de la solution technique, on se retrouve quand même avec le problème de la qualité de la donnée, le problème de l'exploitation de la donnée, et c'est les obstacles l'un après les autres fait qu'il y a pas mal de projets qui capotent avant même d'avoir commencé souvent, au niveau design, ou les coûts spiralent au niveau de l'assemblage, de l'intégration. Donc c'est vraiment un truc important. L'aspect DIY, c'est également très important. Il y a beaucoup de clients, de partenaires, d'organisations qui vont prendre un bout d'open source ici, un bout de trucs développés à la maison ici, etc. etc. Et c'est vrai qu'on va avoir des solutions qui vont être absolument fantastiques. J'ai vu des clients fabriquer des solutions data end-to-end qui étaient vraiment innovatives. Le problème, c'est que la compréhension de la plateforme, le knowledge de la plateforme va être dans la tête d'un ou 2 développeurs, et ça ne va pas être une solution qui va être pérenne pour l'entreprise. Et donc, en fait, on se retrouve souvent, et j'ai une catégorie de clients, et tu vas rire quand je vais te donner le nom, mais j'ai ma catégorie de clients sur mes notes qui s'appelle Disillusioned Mechanic. Donc, il y a beaucoup d'anglicisme. J'ai passé plus de temps en Angleterre qu'en France, donc si l'interview était en anglais, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc mes Disillusioned Mechanics, ils ont essayé par eux-mêmes. Ils ont essayé d'assembler différents produits commerciaux, open source, etc. Puis ils sont aperçus que ça ne marchait pas. Ou alors l'intégration marchait, mais ça ne donnait pas les résultats escomptés. Donc ils viennent avec le reste du budget, avec solution la dernière chance, tu ne peux pas nous aider. Et souvent on peut.
Et c'est des clients avec qui on va créer vraiment une relation de confiance, et c'est formidable, parce qu'ils s'aperçoivent qu'on les comprend, on part du use case, on comprend la donnée, on comprend la techno, et on a une solution qui leur permet quasiment de bout en bout de tout faire. Et je pense que ça permet de retirer le premier gros obstacle dans l'architecture, qui est vraiment quel morceau choisir, comment les intégrer. On a des solutions orientées business pour le problème de la qualité de la donnée, parce qu'au final, on avait commencé à regarder l'architecture sur les slides. Le problème de l'architecture, de la qualité de données dans l'architecture, souvent, c'est qu'on demande à un développeur qui fait une nouvelle application d'être responsable de l'interprétation des données des systèmes sources. Ils n'ont pas le contexte de l'application, ils n'ont pas forcément l'expérience, ça ne fait pas partie de leur cahier des charges. On leur demande ça presque comme une faveur à faire pour le projet. Bah oui, mais si tu veux que ça marche, il faut comprendre les données. Tout ce qui est data stewardship, ça devrait appartenir aux sources des données. Et c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dans la plateforme, donner la responsabilité de la gestion des données, de la représentation des données, l'interprétation des données aux personnes du business, et laisser aux développeurs le rôle de faire l'application, d'intégrer les choses. C'est beaucoup plus simple. Et alors, je ne sais pas si tu connais Safe comme méthode agile. Dans Safe, il y a un motto, c'est Shift Left. Donc, toujours déplacé à gauche dans la hiérarchie ou dans le workflow. Et donc, l'idée ici, c'est exactement de faire ça. Donc, on prend les responsabilités données et on les Shift Left le plus à gauche possible jusqu'aux sources de données, si on peut. Donc Data Steward qui collabore, qui pousse dans un graphe, qui pousse dans une base de données multimodèle, qui pousse dans la fabrique leur interprétation, et qui sont responsables de la mise à jour si la source de données change, etc. Et d'un autre côté, les développeurs qui, eux, ont du coup des applications beaucoup plus simples à écrire, puisque l'interface data est uniforme, unifiée. On a une représentation logique des données, donc à la place d'accéder des schémas, si on accède, je ne sais pas moi, à un ERP, on prend SAP, accéder les tables SAP, c'est hyper compliqué. Si on a accès à la place à des business objects qui représentent un client, qui représentent une facture, qui représentent un produit, au niveau applicatif, on s'amuse, on peut commencer à faire des relations entre ces choses, on peut commencer à voir comment les choses sont vendues ensemble, etc. On peut vraiment s'intéresser au use case et non plus à la promesse. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau données, on parle de beaucoup de choses. Si on parle uniquement du type de données, on va avoir du non structuré, du structuré, du semi-structuré, etc. Quand on parle de stockage, pareil, c'est du stockage objet, c'est du stockage document, c'est du stockage à plat, c'est du relationnel, etc. Comment des outils comme les tiens vont nous aider à avoir une meilleure appréhension de ces problématiques, qui sont des problématiques aussi bien de traitement que de stockage, que de profil de moteur de données au bout du compte? Alors, de ce côté-là, nous on est parti complètement multimodèle. Depuis le début, depuis la création du produit, c'est vraiment le but de la plateforme. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'une donnée devrait être relationnelle? Pourquoi est-ce qu'elle devrait être uniquement un package JSON? Pourquoi est-ce qu'elle devrait uniquement être une time series? Donc, la donnée, c'est multimodèle. Ça peut être un record relationnel avec un PDF, avec une information géospatiale, avec une information de temporalité. Et donc on est parti sur un document model qui est, je ne vais pas dire universel, mais pas loin. Et donc on a effectivement tout ce qui est indexing. On a d'ailleurs un index qui s'appelle index universel pour favoriser la recherche. On peut faire aussi des indexing spécialisés. On fait du TDI pour représenter de façon relationnelle des informations qui ne le sont pas à la base et permettre un accès quel que soit le mode d'exploitation dont il y a besoin. Donc on peut faire du SQL. C'est vrai qu'il y a certains clients qui font des requêtes SQL. On favorise Optic parce que ça permet, donc qui est un langage de requête qu'on a développé pour pouvoir permettre de faire une intersection entre la temporalité, du géospatial, de la recherche et du relationnel et du Sparkle. Parce que du graphe, au final, on en fait énormément aussi. Donc tout l'aspect représentation sémantique de données, c'est également un atout vraiment très important de la plateforme. Parce qu'au final, je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était avant ou après qu'on ait commencé, de Data Mesh, Data Fabric. L'intérêt de ces technologies, l'intérêt de ces architectures,
c'est la représentation de la donnée et la qualification de la donnée. Parce que la donnée en elle-même, je dirais souvent, on ne travaille même plus avec. On travaille avec les métadonnées qu'on a extraites, avec le knowledge qu'on a extrait, les faits qu'on a extraits de la donnée, et c'est avec ça qu'on fait des intersections, qu'on commence à faire des corrélations, qu'on commence à répondre à des questions. Et je pense que, je parlais de shift left tout à l'heure, c'est probablement un sujet qui est intéressant, au moins pour certains des auditeurs. Comment on se place dans l'univers Data Mesh, Data Fabric. Data Mesh, la promesse du Data Mesh, c'est une gouvernance distribuée, très intéressante. C'est-à-dire ça remet exactement dans les mains des data stewards la gouvernance, le lineage, le bias, etc. Le problème, personnellement, que j'ai, et je vais mettre la communauté Data Mesh à dos ici, c'est que dans le Data Mesh, on met aussi les données dans les mains des systèmes sources. Alors là, on se retrouve avec des problèmes de scalabilité, parce que tous les systèmes, on a encore des clients avec des mainframes, il y en a même beaucoup. Le MIPS, ça coûte cher. Si on fait une application mobile et qu'on a besoin d'appeler des MIPS derrière pour faire une partie de la requête, c'est pas facile. Déjà au niveau orchestration, puis après au niveau coût. Et le FinOps, c'était vraiment un sujet important de nos jours. L'autre aspect, c'est de savoir à quel système envoyer quelle requête. Et également de faire des représentations objets qui spannent sur plusieurs data sources. Donc, la façon dont on fait l'architecture, je dirais Data Hub sur MarkLogic, c'est probablement du mesh de zéro, donc gouvernance distribuée, mais data centralisée dans MarkLogic Server. Si on prend l'aspect Data Fabric, c'est également du Data Fabric de zéro, parce que c'est vrai qu'on a la centralisation de la donnée, puisque c'est vraiment notre corps de métier, mais on a finalement distribué la gouvernance des données. Donc, c'est un modèle hybride en fait, entre les deux, le meilleur du Data Mesh, le meilleur du Data Fabric, et derrière, on a tout notre aspect Data Hub, donc on a un produit qui s'appelle le Data Hub Central, qui permet d'enrichir la donnée et d'appeler les différents produits dont on a parlé tout à l'heure, donc Corticon, Semaphore, etc., pour créer du knowledge à partir de la donnée. Et ça, je pense que donc c'est un aspect intéressant de ces architectures, parce que c'est vrai que quand on parle de Data Hub, en général, on parle d'un système qui n'a pas de persistance. Le Hub, c'est vraiment de la transformation du transient. Donc là, on a la combinaison du Hub pour la transformation, du Data Mesh pour la gouvernance, du Data Fabric pour la consolidation des données, avec tous les aspects de gouvernance associés. Et donc, je présume que la partie stockage est déléguée effectivement aux services dédiés qu'on peut trouver sur de l'Amazon, de l'Azure, etc. Alors, la partie stockage elle-même, oui, derrière, on peut prendre du virtual disk, ce genre de choses, etc. MarkLogic Server lui-même est une base de données multimodèle, donc on gère les données, on indexe les données dans MarkLogic. Ça, c'est vraiment notre corps de métier. C'est la majorité de nos équipes travaillent au développement et continuent d'ajouter des algorithmes, des optimisations dans le serveur. Alors, tu nous parlais, en préparant un petit peu ce podcast, aussi du CMS, que c'était une des cibles effectivement de vos outils. Comment ça se passe et quel type de CMS sont typiquement utilisés? Un peu de tout. Alors, au final, si on regarde l'écosystème de l'entreprise, on va avoir du PLM pour les produits, du CRM pour les définitions clients, de l'ERP pour les factures, etc. Mais quand on regarde l'univers, il y a également énormément d'informations de produits qui vont être dans les CMS. Donc, on peut avoir du SharePoint, on peut avoir du Drupal, on peut avoir du Sitefinity, on peut avoir de l'AIM, du Sitecore, qui vont contenir des informations sur le support, sur la documentation, sur le marketing, qui sont connexes à ce qui est dans le PLM au final. Le PLM va avoir la version interne, le CMS va avoir la version externe. On peut aussi avoir des CMS qui vont être dans l'intranet ou des portails engineering. Donc c'est vraiment important de mettre tout ça ensemble pour contribuer au knowledge graph. Si on regarde les définitions objets typiques qu'on va avoir dans une entreprise, on va avoir produit, marché, client, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des fonctions internes, facturation, ce genre de choses. Stock éventuellement un petit peu. Stock éventuellement, tout l'aspect ERP, oui. Donc, si on veut contribuer les différents attributs de ces objets, il faut bien aller les chercher là où ils sont. et l'aspect product marketing, PMK, etc. Et en général dans les CMS. D'accord. Si tu devais donner des typologies d'utilisateurs ou de sociétés qui utilisent un petit peu les outils de MarkLogic, ce serait qui? C'est des grosses entreprises, c'est des PME, c'est qui? Alors c'est vrai qu'on a pas mal de grosses entreprises,
Mais d'un autre côté, ce n'est pas une question de taille. C'est une question de valeur de l'information, de ce qu'on veut en faire. Je dirais que nos clients sont des clients qui ont des informations qui sont complexes, qui ont des informations, des silos d'informations qui sont énormes, en général. Ceci dit, si on a des petits silos qui sont à haute valeur ajoutée, ça s'applique tout autant. Et l'idée, c'est de permettre l'accès, la découverte et l'opérationnalisation de process par rapport à ces données. Donc ça peut être de tout, ça peut être des clients qui font des moteurs de recherche sémantique, ça peut être des clients qui rajoutent du generative AI pour faire des questions-réponses sur des questions de support. Ça peut être des systèmes de golden record, de gestion de projet, de gestion de molécules dans le pharma, de gestion client ou de gestion de patients dans le healthcare. À partir du moment où il y a des quantités importantes de données complexes, où la valeur ajoutée de la donnée est là, MarkLogic est là aussi pour répondre. D'accord. Si un développeur qui nous écoute veut découvrir un petit peu tes outils, quelles ressources tu nous conseilles? MarkLogic University. On a un très très bon site avec des explications, des présentations. Il y a même des versions de test où on peut essayer les exercices. C'est accompagné, c'est très très bien fait. Même en interne, c'est ce qu'on utilise quand on a des développeurs qui nous rejoignent. Donc c'est le point de départ pour tout le monde. Il y a un track développeur, il y a un track architecte. D'accord. Et les tracks développeurs, quel profil? C'est tout profil ou il y a des profils types? Très bonne question. C'est quelque chose qu'on est en train de faire évoluer aussi, parce que c'est vrai que jusque il y a un an et demi, être développeur chez MarkLogic, c'était pas forcément si simple. On a une très bonne communauté, c'est formidable. D'ailleurs, il y en a pas mal qui étaient là aujourd'hui. D'un autre côté, il y avait une connaissance produit qui était importante. Parce qu'il fallait comprendre les API, comprendre la façon dont la donnée était structurée, la donnée était représentée. Et pour écrire une application utilisant MarkLogic, il fallait comprendre à la fois la partie applicative et la partie donnée. Plus ça va, et plus notre stratégie Developer Experience s'améliore et s'enrichit, avec des outils supplémentaires, avec des API supplémentaires. Donc l'idée maintenant, c'est que, et là d'ailleurs en mars, début mars, on va avoir des nouveaux produits qui vont sortir pour les développeurs, de façon à ce qu'un développeur full stack, donc quelqu'un qui connaît bien React par exemple, puisse créer une application sur MarkLogic de façon extrêmement rapide. D'accord. Ça tourne en pilote en ce moment avec 2 clients. On a un qui a fait quelque chose en 3 jours. D'accord. C'est vraiment un game changer. D'accord, donc plus côté JS, Rust, Java, C#, le grand classique. Alors, l'idée, c'est que avec React et seulement React, on peut presque s'en sortir entièrement. D'accord. Derrière, pour le middleware, si on veut, on peut faire là, on a un exemple en Node.js, on peut le faire en Java, D'accord. Après, c'est fonction des préférences de l'entreprise. Ouais. D'accord, ok. Sachant que derrière les API de MarkLogic, soit on peut taper directement en REST, soit il y a les clients en Java, donc c'est assez standard. Ok, très très bien. En espérant que ça vous a donné envie de découvrir les produits de MarkLogic, qu'on ne connaît pas forcément bien en France, et c'est l'occasion, c'est la bonne excuse, d'aller consulter vos sites et vos outils. Mathieu, un grand merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Merci. Merci à toi aussi.